Bonsoir à tous, bonsoir Foster M. Bonsoir Khaled. De votre vrai nom Michel Faustier, vous êtes écrivain belge, vous étiez récemment présent au SILA 2026, le Salon international du livre d'Alger, où vous avez signé votre deuxième livre et premier roman, très intéressant et très attendu, Les Mésaventures extravagantes de Stanislas Portanbois. C'est un livre qui est uniquement édité en Algérie. Tout à fait, oui. D'abord, pourquoi cette exclusivité pour les éditions d'Alimen, qui, je le rappelle, sont dirigées par Dalila Nadjem? Alors en fait, c'est vraiment le résultat. Voilà, quand j'ai décidé d'essayer de donner vie à ce roman, j'ai tenté d'abord logiquement d'atteindre les éditeurs belges qui m'ont un peu boudé. Et puis je me suis dirigé, je me suis dit pourquoi pas tenter la France qui est notre pays directement voisin, donc eux m'ont légèrement toisé aussi, donc voilà. Et j'ai eu le bonheur de faire un premier voyage en Algérie il y a plus ou moins 7 mois pour rendre visite à nos amis ici. Et lors d'un apéro, ils m'ont présenté Dalila Nadjem et ils lui ont dit tiens, notre ami Michel écrit. Et elle leur a dit qui m'envoie son manuscrit et puis on verra bien quoi. Et une semaine après, comme vraiment une bonne nouvelle qui est arrivée, elle m'a dit je veux le publier, je veux le faire paraître et le partager parce que j'adore le récit. Et voilà, je cite ces mots, je ne peux pas me permettre de dire qu'il est exceptionnel, mais voilà, elle a beaucoup aimé, elle a eu envie de le partager, et ça m'a fait un bien fou. Et mon but premier était vraiment de donner vie à ce roman dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur, et peu m'importer à la limite dans quel coin du monde il allait sortir, du moment qu'il peut toucher un maximum de gens, et voilà, et mon but est déjà atteint aujourd'hui puisqu'il est publié, et au salon du livre il a eu déjà son petit succès d'estime. Alors, avant de parler des détails de votre livre, donc Les Mésaventures extravagantes de Stanislas Portanbois, on va parler du SILA. C'est votre premier salon international du livre d'Alger. Comment s'est fait la présentation? Comment était l'ambiance pour vous, écrivain belge, en plein SILA 2025? Tout d'abord, c'était mon tout premier salon depuis toujours, donc voilà, c'était une grande découverte. Arriver au Salon international du livre d'Alger, c'était quelque chose d'impressionnant pour moi. Déjà vu sa taille, son ampleur et son aura, donc voilà, j'ai pu constater que la fréquentation est incroyable dans ce salon. Et donc c'est vraiment un endroit magique où on réunit vraiment tout ce qui concerne l'écriture dans ce pays et vraisemblablement ailleurs aussi. Et donc, le fait de débarquer comme un petit Belge au milieu de tout ça, je me suis senti un peu perdu, je vous l'avoue franchement. Après, l'accueil a été tellement chaleureux et tellement bienveillant que voilà, je me suis pris au jeu, je me suis plongé dans le bain de la rencontre avec les gens, avec les visiteurs. Et j'en ai retiré un plaisir fou de pouvoir échanger parce que les gens je pense, étaient tout aussi timides que moi au départ, mais ils se sont quand même approchés. Ils ont quand même feuilleté le livre, regardé la 4e de couverture, essayé d'en savoir un peu plus sur ces turluberlus qui débarquaient. Et voilà. Et donc, et moi, ce qui m'a toujours importé dans ma vie, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, c'est le contact avec les personnes. Et là, c'était vraiment le lieu impeccable pour ça, avec des gens d'origines différentes, de statuts différents, mais avec la même envie, celle de découvrir les choses et de partager quelque chose. Donc, Alors, Foster M, pour ce premier roman donc, qui était présent au Salon international du livre d'Alger, vous parlez beaucoup d'évasion, de rêve, qui vous a poussé à écrire ce conte. Vous êtes de nature très rêveur. Est-ce que vous avez rêvé à travers votre premier roman? En fait, ce n'est qu'un rêve. L'acte d'écrire, pour moi, est vraiment l'expression de ce besoin d'évasion, d'être dans un monde qui
qui peut-être sort pour certains trop de la réalité, et en même temps avec des thèmes qui sont tout à fait terre à terre. Le personnage dans le roman est en quête d'un passé qu'il a oublié, qui lui a échappé pendant 25 ans de coma. Et donc, voilà, donc ça c'est un thème, c'est retrouver ses sources quelque part, arriver à se construire un futur sans trop oser y penser, mais surtout se construire un présent, et en redécouvrant ce qu'a été son passé, en redécouvrant les personnes qui ont fait partie de sa vie, et comme fil rouge principal l'amour, puisqu'il y a une personne qu'il aime depuis toujours et qu'il retrouve au fil du roman. Ça c'est voilà, donc c'est une mise en forme de rêve, de situation qui se rapproche de mes aspirations, mais qui sont aussi le fruit de mon imagination, et un besoin d'échapper un peu à la réalité. En fait, est-ce que vous avez voulu écrire vos propres imaginations, Foster M, dans ce livre? Non, je ne peux pas dire que mon rêve soit de plonger dans le coma pendant 25 ans et d'être complètement paumé dans un monde que je ne reconnais plus, mais disons que j'aime inventer des histoires, j'aime me sortir un petit peu d'une réalité qui parfois peut peser, et donc il me faut des situations parfois qui peuvent paraître rocambolesques ou hors du réel pour m'aider à m'échapper. Et voilà, et je pense que quelqu'un qui lit le roman, j'espère qu'il va pouvoir plonger également dans cet univers un peu onirique, un peu irréel à certains moments, ne sachant pas trop à certains moments s'il est encore dans le rêve de Stanislas ou s'il est dans sa réalité, ou s'il en est sorti de ce rêve ou pas. Donc voilà, c'est le mystère que je veux laisser planer à la lecture de ce roman, et j'aimerais bien que les gens se laissent embarquer. Et quels sont les messages que vous vouliez transmettre à travers votre premier roman, Foster M? Est-ce qu'il y en a plusieurs messages, ou est-ce qu'il y en a un en particulier? Disons que je ne m'estime pas porteur de messages universels ou quoi que ce soit. J'ai envie de partager, ça c'est sûr. Le thème principal du livre reste quand même l'amour quelque part, que ce soit l'amour au sens amoureux du terme, donc soit, mais ça peut être l'amitié aussi. Ce sont les liens entre personnes, et ce besoin de se raccrocher justement à ce lien, de retrouver chez l'un ou chez l'autre ce qui va nous relier, nous attirer. C'est le message principal que j'ai, et ça a toujours été mon guide dans la vie, quelle que soit mon activité au moment où. Est-ce que vous pensez, Foster M, que les gens ne rêvent pas assez aujourd'hui, que ce soit en Belgique, en Algérie ou ailleurs? J'ai un peu ce sentiment qu'à certains moments ou certains endroits, ou en fonction de certains contextes, on ne s'octroie plus le temps de rêver. C'est une sorte de luxe quelque part, hein. Donc c'est clair que quand on est emprisonné dans un quotidien qui parfois est lourd dans certaines situations, il est difficile de se projeter dans un rêve. On a, à mon avis, des envies d'évasion, de sortir des choses qui nous posent problème. Mais c'est une forme de luxe de pouvoir le formaliser et prendre du temps pour en profiter de ce rêve. Voilà, c'est comme pour un enfant, on dit qu'il faut qu'il prenne le temps de s'embêter pour pouvoir former son propre caractère. Et donc voilà, et je pense qu'il y a des situations, que ce soit en Belgique ou en Algérie, où on n'a pas forcément le temps, où on ne s'octroie pas le temps de rêver. Donc, on ne peut pas vous recevoir, Foster M, sans parler de ce lien qui commence à se tisser avec l'Algérie. Seulement deuxième voyage, c'est le pays donc
dans lequel vous avez pu éditer ce livre. Est-ce qu'il y a un vrai lien qui est en train de se tisser entre vous et l'Algérie, entre votre famille, puisque vous êtes toujours ici avec votre épouse, Oui. et l'Algérie? Est-ce qu'on peut parler d'un lien particulier? Je vous dis franchement que quand on a été invité par nos amis à venir à Alger, on est arrivé ici avec un bagage mental lié en fait à ce qu'on veut bien nous faire savoir de l'Algérie depuis notre Belgique, qui est voisine de la France et qui les seules informations qu'on ait à propos de l'Algérie, elles arrivent par les informations françaises. Donc on a un certain, je dirais, point de vue qui est diffusé. Après, moi, ce qui m'intéressait vraiment et ce qui m'a convaincu de dire oui à l'invitation de nos amis, c'est d'abord le fait de les voir, évidemment, mais aussi la curiosité par rapport à un pays qui est quelque part mystérieux pour nous, vu de la Belgique. Et donc, j'ai découvert surtout la chaleur des gens, le contact. Et ça rejoignait tout à fait mes aspirations courantes de chaque jour, c'est échanger avec les gens et apprendre à les connaître, à essayer de les comprendre, et en tout cas à pas les juger. Donc j'ai découvert beaucoup de chaleur humaine et ça m'attire beaucoup et ça m'a convaincu, outre le fait évidemment de la publication du livre, mais ça m'a convaincu de revenir et je suis de plus en plus, j'allais dire converti, un terme que je n'aime pas, mais en tout cas séduit et l'envie d'y revenir encore est présente clairement. Et vous avez fait un constat, surtout Foster M, c'est qu'en Belgique, on parle très peu de l'Algérie. Pourquoi, d'après vous? Alors, je pense qu'il y a d'abord on a en Belgique, on a peu d'informations au niveau tout simplement de la télé ou de la radio par rapport à l'Algérie. On reçoit des informations qui viennent essentiellement de France, comme je le disais tout à l'heure. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi un petit peu de fermeture au niveau de la communication de la part de l'Algérie. Peut-être moi j'aimerais qu'il soit plus... qu'on vienne plus nous chercher, nous inviter à connaître l'Algérie un peu plus en profondeur, plutôt que devoir subir l'image qu'on nous en donne. Ce serait bien plus séduisant. Il y a tellement de choses qui sont séduisantes en Algérie. Donc j'aimerais bien qu'on vienne nous chercher. Je pense que c'est une information qui ne vient pas d'ici et une information qui vient d'ailleurs, qui n'est pas suffisante pour se faire une idée vraiment du pays. Donc ce serait vraiment intéressant d'avoir qu'on vienne plus nous chercher parce qu'il y a vraiment un intérêt à partager. Donc, mais comment expliquez-vous aussi, Foster M, que quand on est belge aujourd'hui, on découvre beaucoup plus l'Algérie à travers le prisme français? Et est-ce que ce prisme français, souvent, déforme l'information et l'actualité algérienne? Alors, je ne connais pas suffisamment et je ne veux pas non plus aborder un problème politique qui peut exister entre l'Algérie et la France. La proximité de la France pour nous fait qu'on n'est plus sensible, on n'est plus soumis, disons. Oui, non, l'actualité française est hyper accessible puisqu'elle est distribuée sur nos chaînes de télédistribution, sur le câble, etc. On a la télé française, comme la télé belge, on la regarde de manière indifférente l'une ou l'autre. Et donc forcément, on a un accès beaucoup plus facile. Je dirais, on aurait des émissions algériennes qui arriveraient chez nous à la télé et aussi accessible, on aurait un autre son de cloche d'information. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi de rencontrer les Algériens chez eux pour avoir un peu leurs sentiments, leur point de vue par rapport à ce traitement de l'information. J'ai découvert une partie de l'histoire petit à petit à discuter avec les gens ici.
il y a une histoire qui est évidemment très très forte et très très présente. Et en plus de présente, je dirais parfois pesante. Et donc voilà, il faut que. C'est pour ça que pour moi, le rêve est important aussi, c'est pouvoir aussi, même si on est attaché à ses sources et à son histoire, de pouvoir s'octroyer un peu de rêve pour aller vers autre chose, quelque chose de plus ouvert et de plus extraverti pour montrer les qualités du pays aussi. Donc. Et quand on parle du monde de la littérature algérienne, est-ce que vous trouvez des liens avec le monde de la littérature belge ou européen? Vous avez eu le temps de côtoyer beaucoup d'écrivains algériens, notamment pendant le Salon du Livre. Tout à fait, oui. Est-ce qu'au fond vous êtes différents ou est-ce que tous les écrivains se ressemblent, Fosterem? Alors je pense que en tout cas chez la majorité, l'envie de partager est vraiment le moteur. Je pense que celui qui écrit pour lui, il peut laisser son manuscrit dans le tiroir, ça n'a aucun intérêt. J'ai découvert au salon des gens passionnés qui croyaient, tout comme moi, en leur récit, au contenu qu'ils voulaient partager. Donc je pense que cette idée-là, elle est universelle et quelle que soit l'origine, le but est de faire partager un message ou un sujet qui nous plaît ou qu'on espère ou qu'on estime pouvoir intéresser une majorité de gens. Alors il y a un thème qui était très présent dans le Salon du Livre cette année, c'est celui de la colonisation. C'est un terme récurrent qui revient dans beaucoup de livres et beaucoup d'ouvrages. Vous semblez vous y intéresser. Est-ce que ça peut être le sujet d'un futur livre? Et est-ce que vous voyez un lien entre la France et la Belgique, puisque vous dites vous aussi que la Belgique est un pays qui a été anciennement un pays colonisateur? Est-ce que le thème de la colonisation est très présent dans l'actualité en Belgique et dans la littérature belge? Alors, je parlerai uniquement au niveau de la Belgique. La colonisation en Belgique a perduré jusque dans les années 60, si je ne me trompe. Il y a des heures qui ne sont pas glorieuses du tout. Et personnellement, moi, c'est un principe qui m'a toujours été difficile à accepter. Débarquer dans un pays quel qu'il soit et se considérer en pays conquis ne me convient pas du tout comme idée. Je vous l'ai dit, moi je suis ici aujourd'hui en Algérie pour rencontrer des gens, pour discuter, pour échanger avec eux, aucunement pour leur imposer un point de vue qui soit politique, religieux ou autre. Chacun est libre de ses convictions dans ces deux matières-là et dans toutes les autres. Donc loin de moi l'idée de vouloir imposer un choix ou une idée. Je constate en revanche que la colonisation de votre pays a été quelque chose qui a inévitablement marqué évidemment les esprits. Dans les quelques bribes de lecture que j'ai pu avoir des ouvrages de mes collègues présents au salon ou ce que j'ai pu lire ailleurs, j'ai l'impression de sentir cette présence encore de la colonisation comme un poids, comme quelque chose dont on a du mal à se démarquer et en même temps dont on se sert pour réaffirmer ses bases et c'est compliqué et je pense qu'il y aurait beaucoup à gagner sans doute à passer au-delà de ça pour essayer d'aller vers un avenir autre, pas se cantonner dans cette période-là qui a été douloureuse, qui a été difficile, mais je pense que si on peut ouvrir les liens entre les peuples, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de ressasser un passé qui construit l'histoire, qui construit les personnes, mais qui peut parfois les freiner ou les retenir dans des ambitions autres. Et pour moi, le rêve est le moyen idéal pour sortir de ça ou commencer, enlever ses chaussures, marcher dans le sable pour sentir l'effet que ça fait, marcher dans l'herbe, voilà, des choses plus
plus terre à terre, mais qui redonne peut-être un sens différent à la vie. Le rêve comme ultime salut. Est-ce que la Belgique a tourné la page de la colonisation avec ses anciennes puissances africaines ou c'est des thèmes qui reviennent encore à l'actualité comme la France? A priori, je pense que, enfin, je n'y connais pas grand-chose parce que je suis né en 1965, donc c'était déjà la fin des années de colonisation, mais voilà, je pense qu'il y a une espèce de culpabilité qui s'est installée en Belgique par rapport à ça, ce qui n'est pas mal. Après, voilà, il y a des étapes de rédemption à atteindre, il y a des pardons à se faire accorder. Et puis, mais après, je pense qu'il faut surtout essayer de collaborer et de s'ouvrir l'un à l'autre. Mais ne pensez-vous pas que la montée des extrêmes en Belgique peut freiner ce chemin vers le pardon? Alors, il y a en fait la montée des extrêmes, je pense malheureusement qu'elle est généralisée. Elle vous dérange en tant qu'écrivain, cette montée des extrêmes? Oui, mais ça me dérange au même titre que les principes de colonisation, que les replis identitaires, que toutes ces choses-là, parce que ça nuit à la communication entre les gens, ça nuit à l'ouverture vers les autres. Et en fait, voilà, ce repli sur soi-même, c'est le rejet et la mise sur le dos d'un autre de la faute, de la situation dans laquelle on se trouve soi-même. Il y a quelque chose de pas, enfin, c'est pas humain, à mon avis, c'est pas, enfin, l'humain au sens propre du terme. Donc, pour moi, c'est plus important les relations qu'on peut avoir, la discussion qu'on peut avoir ensemble, plutôt que le profit que vous ou moi puissions retirer d'une relation. Donc, voilà, c'est surtout ça qui se perd. Et on entretient parfois des situations dramatiques pour profiter de la faiblesse des gens pour s'imposer au niveau politique, au niveau religieux, ou peu importe, et je pense que ce n'est pas bon. Voilà. Foster M, il y a quelques semaines, nous recevions à cette même place un chercheur belgo-palestinien, belge et palestinien très connu, qui s'appelle Bichar al-Khadr, qui a été un grand militant de la cause palestinienne et qui continue d'écrire sur la cause palestinienne, qui est belge depuis les années 80, qui vit à Bruxelles, et qui pense que la Belgique a joué un rôle très important dans la défense un peu de la cause palestinienne depuis le début de la guerre contre Gaza en octobre, qui est venue après les événements du 7 octobre. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que des pays comme la Belgique, comme l'Espagne, comme l'Irlande, la Slovénie et la Norvège ont quelque peu sauvé l'honneur de l'Europe? C'est extrêmement compliqué. Le conflit israélo-palestinien, je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre veuille le résoudre. En tout cas, le peuple, à nouveau, peut-être veut le résoudre. Et on le voit par les réactions qu'il peut y avoir à des attentats de la part du Hamas ou à des actions de la part de l'armée israélienne. Mais politiquement, je ne suis pas sûr qu'ils veuillent le résoudre. Et chaque fois qu'il y a un progrès qui est fait, il y a une destruction plus importante d'une partie de la Palestine par Israël d'un côté, ou un nouvel attentat qui est fait par le Hamas de l'autre côté. Et en fait, l'un et l'autre essayent de justifier une existence par le fait de combattre l'autre, qui est le diable d'un côté ou de l'autre. Mais la meilleure position, effectivement, c'est d'œuvrer pour que l'un et l'autre puissent vivre côte à côte, puisque c'est comme ça qu'on les a placés. Et voilà, il faut qu'ils trouvent un moyen de vivre ensemble. Œuvrer pour que cette entente soit possible est la meilleure et la seule chose à faire. C'est un thème trop compliqué pour être l'objet d'un roman, Foster M. On ne peut pas rêver quand on parle de conflit israélo-palestinien.
on peut rêver que les choses s'améliorent, mais je ne place pas mon rêve à ce niveau-là parce que je n'ai pas les ambitions ni les capacités de pouvoir gérer ça. Et puis, ce n'est pas le genre de sujet que j'aborderai. Effectivement, je veux rester dans un monde pas plus idéal, parce que au sein de mon roman, vous verrez, il y a des situations qui sont pas forcément les plus gaies ou les plus amusantes, mais je ne veux pas sombrer dans le sérieux, dans le dans le grave. Il y a des situations qui sont plus ou moins drôles dans la vie, mais moi je veux l'aborder sous un éclairage beaucoup plus onirique, parce que ça me rassure sans doute. C'est sans doute mon âme d'enfant qui parle encore, mon optimisme peut-être, quoique j'ai un côté très noir aussi, donc voilà. Mais sur le principe, je ne veux pas aborder ce genre de sujet, parce que d'abord, il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, j'en suis certain, et puis ce n'est pas au centre de mes préoccupations. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la relation entre les gens. Vous allez me dire que ça en fait partie, mais c'est un niveau que je ne maîtrise pas. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle participation de votre part au prochain Salon du Livre d'Alger? C'est votre premier. Sera-t-il le dernier ou pas? C'est pas tout à fait à moi de le dire, mais voilà, il y a d'autres choses qui sont en préparation au niveau de l'écriture. Donc, si ça rencontre à nouveau un succès auprès de la maison d'édition auprès de laquelle j'ai publié ce premier livre, pourquoi pas, sans aucun problème. Je rêve de pouvoir faire aussi un livre de photographie sur Alger, la photographie étant une de mes autres passions. Je rêve de pouvoir collecter ça dans un bel album qui reprendrait un peu mes impressions de voyage et mes premières émotions que j'ai pu ressentir lors de mon premier voyage il y a 7 mois, et lors de celui-ci encore, où j'ai pu compléter ma collection de photographies de l'architecture, de la vie d'Alger, dans sa diversité et dans son activité bouillonnante à certains moments et très calme à d'autres. Vu que la dernière fois quand je suis venu, j'ai eu l'occasion d'être présent à la fin du Ramadan, où les rues d'Alger étaient quasiment vides, et où cette fois-ci, je les ai vus remplies de gens, de voitures dans tous les sens. D'ailleurs, si je peux faire une hommage, jamais je ne conduirai à Alger. Je me ferai toujours conduire, ou j'irai à pied, mais je n'y arriverai pas. On a commencé par la littérature, on va terminer justement par la photographie, par cette passion. On a eu la chance de découvrir un livre que vous avez édité en un seul exemplaire sur Alger, les photos que vous avez prises il y a 7 mois, oui, qui vraiment font ressortir l'aspect magnifique. Est-ce qu'on peut dire que ce lien entre littérature et photographie est important? Et est-ce qu'on peut dire aussi que vous êtes tombé amoureux de la ville d'Alger? Je recherchais... j'aime bien apprendre à connaître l'authenticité des lieux que je visite, et je pense que l'architecture et marcher dans les quartiers est un des meilleurs moyens de prendre la connaissance d'un pays, et puis discuter évidemment avec les gens qu'on va croiser. Et mon image d'authenticité avant de venir ici, c'était de pouvoir visiter la Casbah. Et ça s'est confirmé quand je suis venu prendre mes photos il y a 7 mois, les premières photos que j'ai prises. J'ai trouvé évidemment tous les immeubles du centre d'Alger magnifiques, le port, la baie, etc. Je trouvais ça splendide. Et je demandais à mes amis, c'est quand qu'on va à la Casbah? C'est quand qu'on va voir le cœur d'Alger? Et on peut déplorer l'état des bâtiments, la grisaille des murs qui ont perdu un peu leur éclat, mais il y a une authenticité et
une vérité dans ce quartier-là qui est fabuleuse et qui montre vraiment l'activité bouillonnante des Algérois. Et ça m'a vraiment passionné, ça m'a vraiment fait envie de revenir et de ressaisir d'autres instants de la vie d'Alger. Et j'espère pouvoir finaliser finalement un album qui reprendrait l'ensemble de ces impressions, avec quelques morceaux de texte aussi pour allier un peu de littérature avec les images. Mais c'est vraiment pour donner mes impressions de voyage sans jugement ni prise de position. J'ai aimé ça, j'ai ressenti ça, sans jugement, juste avec mon cœur et avec ce que j'ai pu ressentir. Est-ce qu'on peut dire à présent, Foster M, que vous regardez et que vous comprenez l'Algérie à travers votre propre prisme et non plus à travers un prisme français? Alors, je ne connais pas encore l'Algérie parfaitement, clairement. J'ai une perception qui est bien différente de ce que j'ai pu recevoir par les informations avant de mettre les pieds en Algérie. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir. Je me forge ma propre opinion, effectivement, avec énormément de positifs, quelques réticences aussi, mais voilà, j'espère que les choses vont aller vraiment dans un sens d'ouverture et de permettre vraiment à plus de gens de découvrir les qualités de la ville d'Alger. Merci Foster M d'avoir été notre invité pour parler des mésaventures extravagantes de Stanislas Portanbois aux éditions d'Alimen. Vous étiez présent au dernier SILA d'Alger. Merci, à bientôt. Merci Khaled. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.